Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse pour présenter, expliquer, justifier les réformes qui vont constituer le socle de la feuille de route que le président de la transition et le comité de transition et de restauration des institutions ont confié au gouvernement. En réalité, je vais procéder un peu différemment. Je peux lire mon texte, je pense que vous allez vous ennuyer, et je peux simplement remettre à la presse tout à l'heure et aux différentes chancelleries le texte et vous parler avec le cœur. C'est ce que je vais faire. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là parce que le 30 août dernier, les forces de défense et de sécurité, après qu'on ait annoncé des résultats à 3h30 du matin, 30 minutes plus tard, ont annoncé qu'ils arrêtaient tout le monde et mettaient un terme à la procédure qui était en cours. Donc, décidaient d'interrompre le processus et de dissoudre l'ensemble des institutions. Cette situation-là, beaucoup de gens s'attendaient à ce que quelque chose se passe. Peut-être pas sous cette forme-là, mais on s'attendait à quelque chose. Je rappelle qu'en 2022, une partie de l'opposition, conduite par Mme Missambo, était allée voir et la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Intérieur et différentes personnalités pour demander que les conditions d'une élection apaisée et transparente soient réunies. Or, en tout et pour tout, la classe politique, celle qui était notamment dans l'opposition, a reçu une réponse du président de la République de l'époque, à la fin de l'année 2022, indiquant qu'il allait convoquer une réunion de concertation. Mais en fin de compte, la réunion de concertation qui a été convoquée a d'abord été faite sur une base d'une sélection qui permettait d'adresser des invitations à certains et pas à d'autres. Naturellement, ceux qui étaient soupçonnés dès le départ d'être des personnes susceptibles de poser un peu de résistance ont été écartés. On a donc fait venir ceux qui étaient disposés à discuter. Et ensuite, quand on les a fait venir, on a lancé une bulle en disant on va changer le mode d'élection du président de la République pour le passer à un suffrage indirect. Ça, c'était simplement un moyen de négocier. En réalité, c'était une manœuvre, puisque par la suite, on a eu comme résultat le retour d'une élection à un tour. L'élection à un tour, je rappelle ce qu'elle a été. Elle a été le mode d'élection qui avait prévalu en 2016. Et à la suite des troubles qu'il y a eu, il a été organisé à Ngodje une concertation au cours de laquelle il a été décidé de modifier la Constitution et de revenir à une élection à 2 tours. Donc, avant même qu'on ait pu essayer, expérimenter l'élection à 2 tours, qui a été le fruit du consensus de 2017, on annule cette élection à 2 tours pour amener l'élection à 1 tour. Nous sommes un certain nombre de personnes qui avons protesté, qui avons fait des démarches auprès de différentes autorités pour suivre la légalité républicaine. Nous avons introduit différents recours auprès de la Cour constitutionnelle pour dire que cette façon de faire n'était pas jouable. Et l'ensemble des recours qui ont été introduits de janvier à août 2023, l'ensemble des recours a été purement et simplement rejeté. Et d'ailleurs, rejeté non pas sur le fond, mais sur la forme. Problème de procédure, problème de style, de forme, etc. Mais tout a été rejeté. Et nous avons assisté, tous, vous êtes là, vous êtes à Libreville, vous êtes témoins de ça, nous avons assisté à des opérations de modification, non seulement de la Constitution, mais des décrets portant sur les élections, y compris à quelques jours du début des élections. Pour donner un exemple, moi j'étais candidat, j'étais la 3e personne à enregistrer son dossier de candidature. Quand j'ai déposé mon dossier, il y avait encore le principe
d'une enveloppe poubelle et d'une enveloppe qui était accolée à l'enveloppe dans laquelle il y avait les élections. Entre-temps, on a introduit une modification du décret et du dispositif qui a été faite en l'espace de 48 heures. On a saisi, l'Assemblée a voté, puis nuitamment le Sénat a voté, et le lendemain ça a été promulgué, et les autres personnes candidates qui se sont présentées, qui ont déposé leur dossier une semaine plus tard, à l'intérieur de la même élection, étaient assujettis à une autre condition, c'est-à-dire il n'y avait plus d'enveloppe à coller. En cas de contentieux, au fait, quelle loi allait-on utiliser pour les uns et les autres? C'est ça les faits. Nous sommes allés à plusieurs reprises, y compris quelque chose que je regrette un peu, parce que ça m'a rendu inutilement célèbre. Lorsque nous sommes allés au Sénat et qu'on s'est retrouvés face à quelqu'un qui, bon, ne revenons pas dessus. Bref. Donc, voilà ce que nous avons eu. Des recours rejetés et rejetés et rejetés. Nous sommes allés en délégation, d'abord les uns, puis les autres, et je suis personnellement allé rencontrer le représentant du secrétaire général des Nations Unies ici à Libreville. Puis nous sommes allés par la suite en délégation rencontrer le même secrétaire général le 9 août pour lui dire « Il nous semble que quelque chose va se passer. Si on poursuit le processus tel qu'il est là, il va se passer quelque chose. » Ce à quoi on pensait, c'était que lorsque les résultats, qui de toute façon semblaient être connus d'avance, allaient être donnés, la population allait protester. Et si elle protestait, ça signifiait que les gens allaient descendre dans la rue, qu'on aurait encore des échauffourées, des accrochages entre militaires, policiers et la population, avec des blessés, avec la détérioration des matériels, avec des dégâts, etc. Et peut-être même avec des morts d'hommes. Qui voulait ça? Personne. Personne. J'ai entendu certaines personnes dire que, ma foi, on n'allait pas donner de consignes pour déclencher les émeutes. Mais quel est l'électeur qui allait demander à un leader de l'opposition la permission de descendre pour manifester son mécontentement? Personne. Il ne faut pas croire que nous avions la capacité de dire à la population protestez ou ne protestez pas. Les gens par eux-mêmes allaient descendre dans la rue. Et c'est pour ça, je ne m'en cache pas, que lorsque, dans la nuit, à 3 h du matin, on m'a réveillé pour dire on donne les résultats, j'ai levé les bras au ciel en disant mon Dieu, on va devoir se battre tout à l'heure. Parce que qu'on appelle les gens à manifester ou que les gens descendent eux-mêmes dans la rue, naturellement, ça allait conduire au même résultat, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les militaires allaient devoir arrêter ces gens-là ou s'opposer à eux. Et puis, quelques temps plus tard, on a indiqué qu'on a vu apparaître un comité militaire disant « Écoutez, tout ça c'est arrêté, on arrête ». Et j'ai répondu « C'est un moindre mal ». Je sais que les gens sont attachés aux principes démocratiques. C'est bien, les principes démocratiques. Je les veux aussi. Je veux aller à l'élection et je veux être battu ou gagné à cette élection. Mais à quoi ça me sert d'aller à une élection après qu'il y ait eu 5, 10, 15, 20, 30, 50 maisons brûlées ou cassées, 5, 10, 15, 20, 30 personnes arrêtées, 5, 10, 20, 30 morts dans la ville? À quoi ça me sert? À rien. Nous sommes un petit pays, on se connaît tous, de famille en famille. Tout le monde connaît tout le monde ici. On a plus ou moins quelqu'un ici à gauche, à droite. Moi, je suis un père de famille. J'ai plusieurs enfants, plusieurs garçons. Mon premier fils est marié dans le Ogooué maritime. Le deuxième dans le Moyen-Ogooué. Le troisième dans l'estuaire. Le quatrième dans le Wellington. Et je peux continuer la liste. Alors, s'il y a un affrontement, où est-ce que je me trouve? Le bon sens commandait qu'on accepte et commande toujours que nous considérions l'intervention de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des forces de défense comme une intervention salutaire. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils n'ont qu'à rester comme ça. Nous avons besoin de paix, on n'a pas besoin de nous entretuer. Si l'armée, la gendarmerie, la police interviennent pour dire stop, je considère que c'est une intervention d'interposition. On a donné beaucoup de qualificatifs, etc. On dit que c'est une entorse à la démocratie, oui. Mais est-ce que depuis 2016, la démocratie n'était pas sérieusement violée? N'y a-t-il pas eu ici un rapport de l'Union européenne indiquant que les élections n'avaient été ni sincères, ni transparentes, ni conformes à quoi que ce soit? À quoi ça servait de d'écrire cela et ensuite de dire, bon écoutez, faites recommencer?
Est-ce que vous croyez que ça aurait changé quelque chose? Non. Donc, nous avons une situation. Les militaires, les hommes habillés sont intervenus. Ce n'est pas une situation idéale. L'idéal est qu'on aille à des élections. Mais ces élections-là ne doivent avoir lieu qu'après avoir corrigé ce qui ne marche pas. C'est un pays qui nous appartient à nous tous. Et ce qui ne marche pas, c'est le corps de loi que nous avons maintenant, à commencer par la Constitution, puis l'ensemble des lois qui portent sur les élections, puis les décrets d'application. Tout ça, ça ne marche pas. Alors on se dit la vérité. Si l'armée, la gendarmerie, les forces habillées disent stop, et qu'ils se montrent ouverts à ce que nous travaillions à la réforme des textes, nous devons saisir la balle au bon et dire nous avons une mi-temps. On va ramener la balle au centre du terrain, mais pour l'instant, on va travailler ensemble. Et c'est ainsi que, lorsqu'on m'a proposé de prendre la fonction de Premier ministre, j'ai hésité, bien hésité. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de personnes qui se croient assez malignes, etc., ont introduit dans les dispositions qui président et qui ont permis de construire et d'écrire la charte, un certain nombre de dispositions qui, si on les suit jusqu'au bout, bloquent la situation. Par exemple, on dit, Monsieur Ndonsima, vous êtes Premier ministre, mais si vous participez au gouvernement, alors vous ne pourrez pas être candidat à la prochaine élection. Pourquoi? Ce sont les partis d'opposition qui ont contribué à créer la tension politique qui a finalement poussé un camp à la faute et l'armée à intervenir. Pourquoi on dirait que celui qui participe ne doit pas être? Et pourtant j'ai accepté. Pourquoi j'accepte? C'est l'intérêt du pays que nous acceptions d'y aller. Et si je ne dois pas être candidat, je ne serai pas candidat. Parce que si on suit ce modèle, chacun va envoyer un deuxième couteau. Moi, je vais dire, bon, je vais prendre un des miens, il n'a qu'à aller me représenter à la discussion, et l'autre va faire la même chose, et l'autre va faire la même chose. Donc, nous allons retarder le moment où on va examiner les problèmes, et même le contenu des problèmes que nous allons examiner. On va les retarder, parce que ce sont les seconds couteaux qu'on va mettre en avant pour pouvoir avoir la possibilité de nous présenter. Mais est-ce que le pays profite de ça? Non. Ce dont le pays a besoin, c'est que tout le monde qui peut donner une contribution vienne. Et il me semble prématuré de poser maintenant ces questions de qui est candidat et qui n'est pas candidat. Mais en tout état de cause, si c'est ça la condition, je l'accepte. J'accepte de ne pas être candidat. Je ne suis pas né avec écrit « sera président ». Mais ce pays nous appartient à nous tous. Et personne ne viendra de dehors pour l'arranger à notre place. Et à la fin, nous allons finir par fatiguer les gens à faire des choses qui ne nous font pas avancer et à jouer en dessous du niveau des cartes que nous avons. Nous sommes en dessous de notre capacité. Et on est là parce que nous passons notre temps à faire des choses qui ne tiennent pas la route. Donc, j'ai accepté le mandat et une feuille de route m'a été déclinée. Cette feuille de route, elle dit un certain nombre de choses. Elle se décline en 6 points. Oh, je peux vous donner les points, mais il s'agit de restaurer la stabilité et la confiance, de réformer les institutions, l'ensemble des institutions, de lutter contre la corruption, de travailler au développement durable de l'économie, de travailler à l'éducation et à la sensibilisation et de favoriser le dialogue national et la consultation publique. Si on regarde bien, il y a 2-3 parties dans cette feuille de route. Il y a l'esprit qui doit animer les travaux, qui dit il faut encourager le dialogue national et la consultation publique. Ça, c'est l'esprit. Et de la même façon, la feuille de route décline la nécessité de restaurer la stabilité et la confiance. Mais comment on restaure la stabilité et la confiance? En associant tout le monde, en permettant à tout le monde de parler. C'est pour ça que la démarche que je vais suivre est la suivante. Avant de la décliner, vous avez pu remarquer que le président de la République, le président de la transition, m'a envoyé représenter notre pays à 2 grandes réunions à l'extérieur. J'y suis allé et ce que j'ai dit, c'est ça que je vais vous répéter. Premièrement,
l'objectif que nous devons avoir, et c'est le plus important, c'est de restaurer les institutions. Et les restaurer, ça veut dire nous accorder sur les textes que nous avons qui vont gérer notre vivre ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de textes ont été faits ad hominem, à la taille d'eux, pour satisfaire telle personne. Mais ça, ce n'est pas l'intérêt général. Il faut que nous arrivions à travailler sur des textes impersonnels qui s'adaptent à tout le monde et qui ne correspondent pas à la situation de certaines personnes. C'est ça l'intérêt général. Donc, ce que nous allons faire, c'est de nous fixer, de nous focaliser sur les objectifs et moins sur les calendriers. Encore que c'est mon intérêt qu'on revienne le plus rapidement possible à un calendrier permettant de faire des élections libres, transparentes et honnêtes. Mais avant d'y arriver, il faut régler certains problèmes. Et ces problèmes, voici comment je propose de les résoudre. Aujourd'hui, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gens dans les cités, les gens dans les villes, les gens dans les villages. Tout le monde a une opinion et c'est normal. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais faire un appel à contribution. Je vais appeler tout le monde. Tout ce temps que vous êtes, au lieu qu'on fasse une réunion disant on ouvre un dialogue national et que ça soit une fois d'empoigne où chacun vient les mettre dans les poches, il écoute que l'autre parle pour le traiter de tous les noms d'oiseaux, etc. Ça ne nous amène nulle part et je ne permettrai pas ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à toutes les catégories, le secteur public, le secteur privé, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde, je vais le conseiller. Ce que je vais demander, c'est une contribution écrite en deux parties. En deux parties. D'abord, votre diagnostic. Quelle est votre appréciation de la situation? Qu'est-ce que vous critiquez? Ou bien, qu'est-ce que vous acceptez? Et ensuite, quelles sont vos propositions de solutions? Au lieu qu'on se jette à la figure des noms d'oiseaux, soyons positifs. Soyons positifs. Préparons-nous à contribuer, à déposer sur la table une contribution qui va tenir en une dizaine de pages. On verra bien le nombre de papiers qui sera produit. Et sur cette base, un secrétariat sera chargé, auprès du ministre en charge de la réforme des institutions, de rassembler la totalité de ces documents pour dire, voici ce sur quoi nous, Gabonais, nous sommes d'accord, parce qu'il y aura des points d'accord, et voici les points sur lesquels il y a des divergences entre nous. Je vais vous donner un ou deux exemples de divergences, car j'espère bien qu'on ira au fond des débats et qu'on ne va pas les escamoter. Nous avons un régime présidentiel. Est-ce que ce régime est bon, oui ou non? Il faut qu'on en discute. Pourquoi on ne va pas vers un régime parlementaire? Parce que dès qu'on met le régime présidentiel, on modifie la Constitution, puis un autre texte, pour que quelqu'un s'installe dans une position de conservateur perpétuel du pouvoir. Et le pouvoir présidentiel, nous l'avons vu. On dit on va faire la vacance du pouvoir. Dès qu'on a un problème, on a la vacance, on ne peut pas, on change, on modifie ceci et cela. Discutons de ces questions, voyons les expériences des autres pays et essayons de voir les avantages et les inconvénients des différents systèmes. Ça nécessite des arguments. Avant que l'on prenne une décision, avant qu'on ne fasse un choix, discutons de ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a toutes les autres questions qui sont exactement dans la même situation, dont on doit discuter. Donc ce que je vais faire, c'est de vous demander des contributions. Et nous verrions dans le temps. On ne dispose pas de l'éternité. On a un temps limité pour faire ça. Pourquoi? Pourquoi avons-nous un temps limité pour faire ça? Parce que nous ne pouvons pas nous éterniser dans une situation de transition avec un commandement militaire. Nous sommes une société civile. Nous appartenons à des instances. Et nous devons respecter les clauses de ces instances. Donc, nous ne pouvons pas nous installer très longtemps dans une position transitoire. Il faut qu'on arrive à gérer le transitoire pour revenir à la normale dans un délai raisonnable. Mais on ne doit pas se presser non plus. Se précipiter en tout cas. Parce que si on loupe encore, cette fois-ci le débat, au lendemain, quand on dira on revient à la normale, les mêmes causes produisant les mêmes effets,
on repartira vers des querelles. Ça doit finir. Donc, trouvons le juste milieu. Le juste milieu. Quand on aura fini de faire ce document de base et que la synthèse aura été faite, alors on convoquera un dialogue national parce qu'on disposera d'un document de base qui va dire voilà ce sur quoi nous sommes d'accord et voilà ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et le débat national, le dialogue national ou les assises nationales, peu importe, je ne m'attache pas au nom, mais le débat que l'on aura devra porter sur ces points de divergence et pas sur n'importe quoi, pour ne pas perdre de temps. Ensuite, au terme de ça, je pense qu'il sera bon de constituer cette fois-ci une assemblée, de faire une assemblée constituante qu'on va charger de rédiger un projet de constitution qui va tenir compte des points sur lesquels les débats auront eu lieu, sur lesquels on aura identifié les accords entre les uns et les autres. Voilà ce qui me paraît être une démarche raisonnable, de telle sorte qu'au bout du process, quand ce projet de constitution aura été fait et qu'il sera soumis à la lecture, à la lecture des uns, à l'appropriation des uns et des autres. Parce que le projet, avant de l'envoyer au référendum, il faudra le présenter à la population en disant, sur tel point, voilà ce qu'on a dit, est-ce qu'on est bien d'accord? Sur tel autre point, voilà ce qu'on dit, est-ce qu'on est bien d'accord? Et quand on aura fini cela, alors on aura un texte qu'il faudra soumettre au référendum pour que les uns et les autres se prononcent en connaissance de cause sur l'évolution institutionnelle du pays. Ce n'est pas moi qui dois décider. J'ai entendu des questions, mais le président de la transition va décider, mais le premier ministre va décider. Aucun de nous ne va décider parce que le président de la transition et le CTRI sont d'accord que le débat national ait lieu. Donc c'est dans le débat national que ces questions-là vont être examinées, abordées et argumentées. C'est cela que je dois vous dire, c'est ça que je suis venu vous dire ce matin, que nous sommes un pays, nous ne sommes pas une comète qui passe à proximité de la planète Terre. Nous sommes sur Terre. Et quand on est sur Terre, nous appartenons à un espace qui est d'abord la CEMAC, puis un espace qui est la CAC, puis un espace qui est l'Union africaine, puis un espace qui est l'espace des Nations unies. Et à l'intérieur de ces espaces, il y a des conventions, des règles, que nous le voulions ou non, que nous justifions bien ou pas bien le fait que les corps habillés, les forces de défense et de sécurité sont intervenus pour empêcher quelque chose de malsain de se produire. Le fait est que la lecture que ces organismes font est qu'il y a accès au pouvoir, prise de pouvoir par des formes qui ne sont pas conventionnelles, donc non démocratiques. Ce qui veut dire que notre pays, même s'il y a une certaine sympathie, est susceptible s'expose à un certain nombre de sanctions. Des sanctions qui peuvent être des sanctions molles, moyennes, dures, très dures. Ces sanctions-là vont avoir des incidences. D'abord sur le plan politique et ensuite sur le plan économique et financier. Il faut que nous comprenions ça, même si au départ, il y a compréhension de ce que nous faisons, si nous faisons les efforts nécessaires pour aller expliquer aux uns et aux autres ce que nous faisons, mais les pays auxquels nous allons expliquer cela, les organismes auxquels nous allons expliquer cela, ont des règles. Et ces règles disent le pouvoir, il a été pris à l'occasion d'une élection ou bien par un coup de force. Si ce n'est pas à l'occasion d'une élection, il vous classe dans une catégorie. Et cette catégorie est susceptible de sanctions. Ces sanctions peuvent être immédiates, elles peuvent prendre du temps. L'objectif de ce que nous devons poursuivre maintenant, c'est de faire la preuve que le changement qu'il y a eu était nécessaire et que nous prenons la direction de revenir à la norme, à ce qui est normal. Et que nous prenons cette direction dans les délais les plus brefs. C'est pour ça que, je rappelle, il y a 3 semaines seulement que les opérations ont eu lieu. Nous sommes aujourd'hui le 27. Le gouvernement a été mis en place. J'ai été nommé le 7 septembre. Donc ça fait 20 jours. En 20 jours, si on ajoute, donc 21, ça fait 3 semaines. 3 semaines plus tard, et Dieu sait que j'ai passé 10 jours entre New York et ailleurs. Donc,
je me dépêche de venir décliner, vous inviter à aller dans la bonne direction pour qu'on ne perde pas de temps. C'est cette façon de faire qui va nous aider à nous placer correctement vis-à-vis des institutions internationales, à les amener à ralentir ou à différer les sanctions qu'ils vont nous prendre, ou à se préparer à lever le plus rapidement possible les sanctions. Nous avons intérêt à ça. J'ai entendu des gens dire autre chose. C'est faux. Je vous rappelle que dans les budgets que nous faisons, il y a des composants de financement extérieur dedans. Et si les suspensions, si les sanctions arrivent et qu'elles vont jusqu'au bout, nous pourrions nous trouver dans des situations difficiles par rapport à un certain nombre de projets. Bien sûr qu'il ne faut pas céder parce que c'est seulement l'argent, mais il faut être cohérent avec soi-même. Il y a énormément d'attentes et d'aspirations de la population dehors. Nous ne pouvons pas être le gouvernement qui naît sur la base d'espérance et d'espoir de la population, mais qui en même temps amène la population à se retourner contre elle, à crier contre elle. Nous devons faire attention à ce que les sanctions éventuelles ne se produisent pas, ou du moins que ces sanctions ne nous frappent pas trop vite, ou alors si elles nous ont frappé, qu'elles soient levées le plus rapidement possible. Et c'est le sérieux que nous allons manifester qui nous permettra de discuter correctement avec les uns et les autres. Voilà ce que je suis venu vous dire. Nous sommes dans la phase politique. La politique, c'est celle qui prime sur les autres considérations. Nous sommes dans la phase politique. Pour une fois, essayons d'être sérieux. Comment se fait-il qu'en 60 ans d'indépendance, on n'ait pas réussi à se placer dans une trajectoire normale? 1964, coup d'État. Avec après ça, parti unique. Et on a continué comme ça. 1981, les événements de la gare routière. Et je souhaite les petits événements au milieu. Après 1990, la conférence nationale, avec les troubles qu'il y a eu dans la ville. 1993, les élections bâclées avec Mbabesso et les autres. Puis on a continué, un peu d'accalmie. 2009, on est reparti dans les troubles. 2016, ça ne fait que s'intensifier. Quand allons-nous arrêter ça définitivement et nous consacrer à améliorer durablement notre bien-être? Puisque tout ce que nous faisons là, ça nous perd du temps et des moyens. Donc, soyons un peu sérieux et nous en avons la capacité. Voilà l'objet de ma communication de ce matin. Je ne suis pas rentré dans les politiques sectorielles, ce n'est pas le moment. Nous devons discuter de comment on va organiser, on va préparer et organiser le dialogue national pour qu'on ne perde pas de temps dedans et qu'il conduise à une réforme sérieuse des institutions de notre pays. Je vous remercie.